Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir proposé. Super. Est-ce que tu peux en premier nous donner ta définition de la performance ? Je sais qu'elle est ça dépend véritablement du contexte, à savoir si je suis dans un contexte de rugby, avec une équipe nationale, peut-être que la performance, ça veut simplement dire performer dans les prochaines échéances. Par exemple, dans mon cas particulier en ce moment, il y a une qualification olympique à aller chercher. Ça serait probablement la définition de la performance pour nous à l'instant T. Super. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, savoir quelle étude tu as fait, où tu as commencé ? J'ai un parcours plutôt classique, à savoir j'étais un joueur de rugby médiocre, sans grand talent, donc du coup assez prématurément j'ai dû m'intéresser à l'amélioration des performances parce que je pouvais pas vraiment compter sur mon patrimoine génétique. Donc voilà, ça m'a conduit à étudier les sciences du sport. J'ai fait ça à l'université de Montpellier. Et puis à partir de là, j'ai pu avoir plusieurs expériences professionnelles et puis construire mon petit bout de chemin, mon petit bout de carrière jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. Et alors après ça, t'as bossé à Carcassonne comme prépa physique après les études, c'est ça ? Alors je démarrais Carcassonne, c'était un stage que j'avais je pense en licence encore. Donc c'était ma première expérience professionnelle en termes de préparation physique. Donc j'intervenais avec les espoirs 2 fois par semaine, 2 soirs. Donc c'était pour moi un déplacement sur Carcassonne juste pour une soirée, pour prendre un atelier. Puis ça m'a permis de valider ma licence, où j'avais un projet de recherche sur l'instabilité. Donc c'était encore en 2000, je crois que c'était 2011 peut-être, quelque chose comme ça. Donc il y avait pas encore trop de bossu, il y avait pas encore beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Et donc j'ai fait une recherche en comparant l'instabilité quand elle vient du sol ou quand elle vient en fait des membres supérieurs et les effets que ça pouvait avoir sur d'autres facteurs comme la puissance, la force. Donc ouais, c'était plutôt dans un contexte de stage. Ma vraie première expérience professionnelle à plein temps, ça a été quelques années plus tard en Australie quand j'ai rejoint les Sydney Roosters. Ouais. Et justement, alors comment tu passes de Carcassonne et de la licence STAPS au Sydney Roosters, qui est quand même peut-être un des plus gros clubs en NRL, et en plus c'est en Australie, donc voilà, on sait comment c'est loin par rapport à la France. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je pense que j'étais un étudiant de master assez chiant pour les profs, je pense, dans le sens où j'avais encapé qu'il fallait absolument que j'aille faire une partie de mon master à l'étranger. Et donc dans ce sens-là, comme je suis assez borné quand même, j'ai cherché au maximum comment je pouvais m'exporter, essayer de faire une partie de mon cursus à l'étranger. Donc ça m'a amené dans un premier temps aux États-Unis, dans une ville au milieu du Texas qui s'appelle Waco. Où j'ai pu faire avec une université qui s'appelle Baylor, participer à leur programme de foot américain, entre autres, et donc ça m'a servi un peu de stage pendant quelques mois. Le problème avec cette expérience-là, c'est qu'il y avait absolument pas de possibilité pour moi de faire un projet de recherche, et il me fallait un projet de recherche pour valider mon master. Donc j'ai en fait quitté ce poste-là et j'ai pu contacter un chercheur qui à l'époque était assez proéminent dans le monde du rugby, surtout rugby à 13, qui s'appelle David Bishop. Et après quelques correspondances, en fait, il m'a invité à venir le rejoindre dans son laboratoire à Melbourne et participer à plusieurs projets de recherche, ce qui m'a permis de valider ma maîtrise. Et donc de là, expérience en Australie, donc quelques contacts à droite à gauche, et puis une opportunité qui s'est créée ensuite. C'est ouf. Et alors, quel était ton rôle là-bas ? Tu y as passé 3 ans, c'est ça ? Et quel était ton rôle ?
Alors, mon rôle, ça a été en fait de construire de zéro leur département sciences du sport. Donc j'ai eu de la chance avec le timing. L'entraîneur en chef aux Roosters, Trent Robinson, c'est toujours le même. Il venait de prendre ses fonctions l'année d'avant. Il était en provenance des Dragons catalans. Et sa femme est française, donc il parle très bien français. Et j'ai eu la chance, en fait, quand le poste a été ouvert, c'est tombé pendant une période où il était en France avec l'équipe d'Australie pour la Coupe du Monde à 13, qui avait lieu en France à ce moment-là. Et donc j'ai pu le rencontrer directement à Avignon, à avoir un entretien avec lui où il m'a dit que le plus important pour lui, pour ce nouveau poste, c'était la connaissance de l'outil GPS. J'ai dit que c'était pas un problème pour moi alors que j'avais jamais touché un GPS. Mais bon, des fois il faut savoir prendre des risques pour évoluer, on va dire. Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. On a eu une bonne accroche et puis je suis rentré chez moi et une semaine plus tard, il m'a envoyé un message en me disant qu'il m'attendait lundi en Australie. Donc je crois que c'était un jeudi soir. Donc bon, ça m'a laissé quand même 2 jours pour organiser mon voyage et puis me préparer. Mais bon. Donc c'est un peu comme ça que j'ai atterri aux Roosters. Et là, ce qui se passait, en fait, le contexte, c'est qu'ils avaient un excellent physio, Travis Touma, qui prenait donc la position de directeur de la performance, mais ils avaient peut-être diagnostiqué chez lui quelques lacunes en plutôt sciences du sport, ce côté-là. Donc pour compléter le staff, il voulait en fait investir un petit peu dans ce côté plus sciences du sport, plus innovation, gestion des charges, ce genre de choses-là. Et puis c'était un poste à créer. J'ai juste eu la chance en fait de correspondre à leurs attentes et de pouvoir démarrer comme ça. Donc en plus c'était bien pour moi parce que j'ai peu de pression au final. C'est peut-être plus simple de prendre une création de poste que de passer après quelqu'un. Donc j'ai pu faire mes armes et apprendre petit à petit en même temps que tout le monde là-bas. C'était encore un peu le début entre guillemets des sciences du sport en fin 2012 début 2013. Donc c'était un apprentissage commun qui était assez sympathique à vivre. Et alors, comment tu t'es formé sur les GPS justement entre le moment, donc ici il te dit le jeudi soir, vas-y viens lundi, en 4 jours ou en quelques semaines, est-ce que tu es allé voir d'autres personnes pour te former? Tu vois, comment à cette époque-là on faisait au final? J'ai essayé de trouver en fait tous les papiers scientifiques que je pouvais à l'époque sur l'utilisation des GPS. L'avantage, c'est que du coup, avec le système GPS, il y a aussi en général une équipe de soutien. Que ce soit par exemple, si je crois qu'on avait Catapulte à l'entrée, donc il y avait les gens qui travaillaient à Catapulte, et Catapulte étant basé en Australie à Melbourne aussi. Ils sont directement venus passer du temps chez les Roosters, donc j'avais quelqu'un de Catapulte avec moi sur les premières semaines qui a pu m'expliquer comment prendre en main le système. Et puis après, oui, essayer de discuter avec plusieurs personnes. Le problème, c'est que du coup, à ce moment-là, on était un peu tous au même niveau sur l'utilisation des GPS, à savoir toutes les équipes s'équiper à peu près en même temps ou venaient de s'équiper. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît fou parce que les GPS sont au cœur de tous les plans d'entraînement et au centre de pas mal de discussions et de débats, mais il y a encore 10 ans de ça, peu d'équipes en fait en avaient. Donc on découvrait vraiment ensemble en échangeant. L'avantage, c'est que les Roosters avaient leur bureau à l'Allianz Stadium, et en fait ces bureaux-là, donc les voisins d'un côté c'était les Waratahs, les voisins de l'autre côté c'était les Sydney Swans, football australien. Donc en fait on mange souvent à la même cantine et donc les discussions étaient assez faciles à avoir. Donc j'ai pu aussi apprendre des gens autour de moi assez rapidement. C'est énorme, c'est génial. Et alors, quelle différence il y a entre la NRL, donc en rugby à 13, et le top 14, entre le top 14? Il y en a pas mal, mais bon, pour peut-être plus simplement, pour t'expliquer, le premier match que j'ai fait avec les Roosters, donc on avait nos petits bancs là sur le bord du terrain. J'étais assis sur le banc du terrain, les premières 40 minutes, je les ai passées à cligner des yeux à chaque fois qu'il y avait un contact. Tellement le bruit du contact était fort sur le bord du terrain, un truc de fou. Donc la dimension contact dans la NRL est vraiment différente du top 14, même encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression quand on regarde du top 14 qu'il y a une dimension de combat, une dimension dans les impacts qui est assez féroce, et c'est vrai sur tout ce qui est ruck, mêlée, il y a quand même une intensité physique qui est assez folle, mais la dimension contact 1 contre 1 par exemple, ou 1 contre 2, 1 contre 3, que tu as au rugby à 13, elle est d'un autre monde. L'intensité dans les chocs,
Et puis ça n'arrête pas, c'est-à-dire que j'ai encore des données ou des souvenirs d'une demi-finale qu'on fait je crois en 2015 contre les Broncos, où le temps effectif de jeu est de 67 minutes sur les 80. Donc bon, je veux dire que même en tant que staff sur le bord du terrain, tu sors du match, t'es crevé quoi, parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête absolument pas. Donc les joueurs, il faut que ce soit des machines au niveau aérobie, répétition d'efforts. Alors que bon, quand tu passes sur du 15, tu t'aperçois qu'il y a quand même énormément de distance marchée, il y a énormément de temps mort. C'est quand même, tu peux t'en sortir à 15 avec une dimension physique, une dimension qualité physique qui est un peu moindre quand même. À 13, ça pardonne pas. Il faut d'abord être une machine physique. Donc ouais, c'est peut-être là la différence, peut-être dans cette dimension-là. Ok, top. Et après ça, alors tu pars justement au Vodafone Warriors à Auckland, et même question que pour tout à l'heure. Comment tu fais le transfert des Roosters jusqu'à Auckland, et pourquoi tu pars là-bas? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a un facteur aussi. Le premier, c'est que les Roosters, pendant la période où je les ai rejoints, c'était une équipe qui était quand même ultra dominatrice. Donc bon, malheureusement, on gagne pas la NRL en 2014 ni 2015, mais on finit quand même premier du championnat sur la saison régulière. Et avec des séries de victoires qui étaient assez monumentales à l'époque. Peut-être j'ai des souvenirs de 12 ou 13 matchs sans défaite sur une saison. Donc en fait, ça tournait très bien. Et comme j'étais quand même encore assez jeune, je pense que j'ai commencé à penser que j'en savais plus que j'en savais réellement, tu vois, peut-être, ou en tout cas à me dire que bon, peut-être j'ai un talent pour la préparation physique ou quelque chose comme ça qui venait de m'arriver. Et donc j'ai commencé à avoir aussi des exigences plus élevées, niveau salarial, les conditions. Je pensais que bon, peut-être avec ces résultats-là, je pouvais prendre un peu de grade entre guillemets, et l'opportunité de faire ça a été par une transition en passant des Roosters à une équipe qui était plus faible à l'époque, les Warriors, qui était une équipe assez fascinante aussi, qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'elle est bourrée de talent. Et elle a des installations qui sont de très haut niveau, peut-être parmi les meilleures installations à NRL, mais par contre qui ne performent pas. Quand je les ai rejoints, ils étaient sur, je crois, quelque chose comme 8 ans sans faire les phases finales, alors qu'il y avait quand même énormément de potentiel. Donc un peu une énigme pour la NRL, à savoir pourquoi les Warriors sont incapables de performer. Et donc bon, je pensais que peut-être je pouvais arriver là-bas et puis aider le club à finalement arriver en finale et ce genre de choses là. Donc il y avait un petit challenge, et puis la possibilité de découvrir un nouveau pays, tout ça qui m'a attiré. Et donc j'ai essayé de sauter le pas et de tenter l'expérience en Nouvelle-Zélande. Et comment ça s'est passé alors pour toi? Ça s'est plutôt bien passé, ça a été assez intéressant. Alors je tombais dans un staff qui était très très compétent. C'est souvent le cas au final. On réalise souvent que quand tu tombes dans des équipes qui sont pas terribles sur le plan comptable, et ben en fait tu tombes avec des gens qui travaillent très bien en général, parce que ils ont à se poser des questions tous les jours, à savoir pourquoi ça fonctionne pas. Alors que parfois quand t'es avec des équipes du haut du tableau, et bien c'est un peu le contraire. T'as des gens qui sont très confortables très rapidement. Donc en fait ça m'a permis de continuer à apprendre. J'ai travaillé avec notamment une anglaise, Bridie Reeves, qui faisait tout ce qui était statistique et traitement de données, et qui avait un peu la main sur les sciences du sport avant que j'arrive, et qui est passée plus sur de l'analyse et qui était extrêmement compétente. Ils avaient un système qu'ils ont créé eux-mêmes de traitement de données, d'algorithmes, à savoir calculer la performance individuelle des joueurs, collective. Donc j'ai beaucoup appris cette première année. C'est aussi passé par des périodes un peu plus tumultueuses, avec un changement d'entraîneur, un changement de directeur de la performance pendant que j'étais là-bas, donc un changement de management, un changement de méthode. Donc disons que ça a été un peu divisé. Il y a eu la première année et demie où je me suis vraiment régalé, même si on n'a pas vraiment progressé sur le plan du tableau, quoi. Et puis une deuxième année et demie, peut-être avant que je parte, où ça a été un petit peu plus compliqué, peut-être des nouvelles méthodes de management qui me correspondaient un petit peu moins. Par contre, des progrès sur le plan comptable. Au final, en 2018, l'année où je pars après sur Bordeaux, l'équipe fait finalement les finales, la première fois depuis donc, je crois que c'était 10 ans à ce moment-là. Donc au final, c'était intéressant de voir comment tout ce qui a dû être mis en place sur ces 3 années pour arriver à tirer ce club hors du bas de tableau. Et c'était un travail assez colossal dans tous les aspects, quoi. Et justement, alors pourquoi
Après cette expérience, comment vient l'opportunité d'aller en top 14 à Bordeaux et pourquoi aller à Bordeaux? Alors pour être honnête, moi j'ai pas grande intention de rentrer en France à ce moment-là. Je pense que en MRL, je commençais à me faire un peu ma place, mine de rien, à avoir quelques connexions. Puis le fait qu'avec les Warriors, ça commençait à marcher un petit peu, ça a aussi attiré certaines attentions. Et c'était pas la première fois à l'époque. Je commençais à avoir de plus en plus de visites de personnes qui travaillaient dans le top 14 ou en France en tout cas, et qui venaient intéressés de voir comment on travaillait en Nouvelle-Zélande, ce qu'on faisait et tout ça. Et j'avais eu plusieurs demi-propositions, on va dire, qui n'avaient pas vraiment abouti déjà l'année précédente. Et un jour, simplement, j'ai été contacté par Bordeaux, et puis par Rory Tig à l'époque, avec qui j'ai bien accroché. Je me retrouvais dans sa vision de la performance, sa vision du projet pour Bordeaux. Et c'est comme ça en fait qu'au final j'ai décidé pourquoi pas de rentrer en France, parce que l'opportunité était un peu trop belle pour la laisser passer, même si en termes de timing j'aurais peut-être préféré ce type d'opportunité un peu plus tard dans ma carrière. Maintenant que je peux regarder ça avec un peu plus de distance, c'est peut-être arrivé un petit peu trop tôt, mais bon, dans ce milieu-là malheureusement on n'a pas toujours le luxe de pouvoir passer une opportunité en se disant qu'il y en aura bientôt une autre, donc bon, fallait sauter dans le wagon, et puis bon, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et comment ça s'est passé pour toi alors sur cette saison? À Bordeaux, ça a été une expérience qui est très très enrichissante et très difficile pour moi en même temps. À savoir que probablement le rôle et les responsabilités qui m'ont été données, j'étais possiblement pas préparé pour un tel rôle. À savoir passer j'avais occupé des positions plutôt de sport scientist, de préparateur physique, avec un peu de micromanagement, mais là tout d'un coup je me retrouve directeur de la performance, et avec la définition anglo-saxonne d'un directeur de la performance. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont un directeur de la performance, mais qui est en fait plutôt un responsable de la préparation physique. Tandis que moi, dans ce rôle-là, j'avais vraiment la responsabilité de autant des sciences du sport, préparation physique, médicale, analyse. Donc on peut probablement réduire ça pour dire bras droit du head coach, si tu veux. C'est-à-dire que bon, en gros, tout le reste, c'était à peu près à moi de le gérer. Et autant sur les connaissances, sur tu vois, tout ce qui est préparation physique et sur ce qu'il fallait faire, où j'avais quand même une vision qui était assez solide à l'époque, mais j'étais pas préparé à tout l'aspect politique qui va avec, tout l'aspect management qui va avec, gérer les égos des uns, des autres, des joueurs, des agents. Tout ça, je crois que je prends le rôle à 28 ans, ou quelque chose comme ça, 27 ans. Peut-être trop tôt, trop jeune, trop tôt. Probablement pas les épaules pour un poste comme ça, dans le top 14, surtout alors que j'avais jamais vécu du top 14 non plus. Donc en plus t'arrives un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. T'es le mec que personne connaît, qui a pas d'agent, qui débarque dans le top 14, donc en gros t'es à abattre, tu vois, pour faire vite. Donc bon, j'ai suivi aussi un peu ce statut-là. Et puis j'ai pas mal merdé, comme j'ai pas mal merdé dans toutes mes expériences, pour être honnête, ce qui fait que je continue d'apprendre, j'espère, en tout cas. Et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis un petit peu isolé aussi avec la pression. Et au final, bon, avec le changement d'entraîneur, une fois que Rory a été mis de côté, je savais que bon, ma tête c'était la prochaine à tomber. Donc ça a été une année compliquée. Mais après, tu passes par des moments où tu doutes pas mal, à savoir bon, tu vois ce qui s'est passé quand même, comment t'en arrives là. Mais après, avec le recul, je trouve que ça m'a été très bénéfique. Ça a beaucoup participé à un changement de vision de la préparation physique, mais aussi de la performance sportive en général que j'ai maintenant. Ça m'a beaucoup appris sur l'importance des relations humaines, du management, du leadership, tout ça, des choses auxquelles j'avais pas probablement prêté suffisamment attention à l'époque. Et puis ça m'a aussi remis à ma place à un moment donné où tu vois, quand j'ai eu un début de carrière un peu comme dans un rêve, quoi. Tu débarques dans une équipe qui gagne tout en RL, t'as Sonny Bill Williams comme joueur ou des choses comme ça, et puis quelques années plus tard t'es propulsé directeur de la performance à pas 30 ans, où je pense que c'est aussi une expérience qui m'a remis à ma place, à savoir qu'il y avait énormément de choses encore que je maîtrisais pas, que je ne savais pas,
et qui avait encore un long chemin à parcourir pour ne serait-ce que tenter d'exceller dans ce petit milieu de la préparation physique. Donc écoute, bénéfique au final, dur mais bénéfique. Super. Et après, tu as l'opportunité et tu files en Russie pour l'équipe de rugby à 7. Pareil, comment ça arrive et comment tu prends la décision? Et après, j'aurai d'autres questions qui vont venir. Oui, du coup, la Russie, je me suis retrouvé donc à cette fin d'aventure avec Bordeaux. Comme je savais que ça pendait au nez depuis un moment, ça m'a laissé quand même le temps de préparer un peu la suite éventuellement, à savoir ce qui était possible de faire, pas faire. Et puis ma femme est russe, donc en fait ça a commencé en plaisantant, à savoir pourquoi pas alors aller travailler en Russie ou passer un peu de temps en Russie et ce genre de choses là. Donc au final, il y avait une personne avec qui j'ai travaillé à Bordeaux qui avait un contact en Russie, un joueur, et cette personne-là en fait avait des contacts à la fédération. Il se trouvait que la fédération était en train de restructurer leur set. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre contact, à faire des piges au départ, à essayer de les aider un peu à distance, à les retrouver sur plusieurs tournois. Et puis avec le Covid, les choses ont pris du temps, mais petit à petit, j'ai réussi un peu à arriver dans un rôle de conseiller, disons, athlétique, sur la performance athlétique, puis plus tard, plutôt vers 2020, à basculer sur un rôle à plein temps à la fédération, où là je supervisais tout ce qui se faisait avec le set et puis les équipes jeunes aussi, et puis au final il y a eu une bonne année, et ensuite avec donc le conflit qui est en cours et puis toutes ces pressions politiques et tout ça, ça a mis un gros coup d'arrêt. Donc au final c'était une expérience qui était un peu en montagne russe, pour pas faire de jeu de mots pourris, mais bon. Et voilà, donc les apprentissages plutôt principaux, c'était intéressant de travailler quand t'as en fait aucune technologie à disposition, parce que là pour le coup la plupart des clubs fonctionnent sans GPS, sans aucun outil. T'as aussi une hiérarchie qui est beaucoup plus directe en Russie, donc en termes de communication, c'est quand même à l'opposé de ce qui se fait plutôt dans un environnement anglo-saxon, donc développe des capacités d'adaptation. Et puis aussi au final un vrai retour à coacher des jeunes sur de la préparation physique, sur de la préparation technique, mentale, et puis un peu plus éloigné de toutes ces questions de management, de politique, ce qui après Bordeaux m'a permis de me rafraîchir aussi, et puis de revenir en fait à ce qui me plaît le plus au final, c'est-à-dire quand même coacher, aider les gens à progresser. Donc revenir sur des choses très simples dans une autre culture, ça a été quand même une bonne passerelle, je pense, qui m'a préparé à ce qui est arrivé ensuite. Et alors justement la différence entre le rugby à 7, tu vois, on a comparé top 14 et NRL, et entre alors rugby à 13, rugby à 15 et rugby à 7, est-ce que tu vois des points communs ou des différences? Alors il y a des points communs, bien sûr, c'est-à-dire que ça reste quand même trois catégories de rugby, donc sur l'ensemble des règles, et puis sur la dimension ça reste des sports de combat collectif d'abord. Donc cette dimension de combat, cette dimension d'avancée collective, la nécessité d'avoir une cohésion de groupe qui soit forte, tout ça c'est des choses que tu retrouves sur les trois rugby. Après, quand on parle de qualité athlétique, disons, t'as quand même des différences assez marquées. À savoir le 7, on est sur un sport de vitesse principalement, un sport où l'explosivité domine. On est sur des mi-temps de 7 minutes. Sur des phases de jeu en général qui vont de 30 secondes à 1 minute 30 maximum. Donc il y a une très grosse demande sur un temps avec une très grosse pression en termes de temps. Alors que peut-être sur du 15, on est plutôt sur presque parfois sur un sport de fond. C'est-à-dire que sur 80 minutes, t'as quand même beaucoup plus de temps pour cette fatigue périphérique, pour cette fatigue mentale. T'as des demandes qui sont beaucoup plus variées en fonction des postes, contrairement au 13 ou au 7 où, il y a des différences de postes, mais globalement, la différence en termes de demande énergétique et physique, elle est relativement similaire d'un poste à l'autre, alors qu'à 15, entre un pilier et un ailier, t'as des demandes qui sont complètement différentes, donc t'as un besoin d'une préparation qui est complètement différente. Ouais, et puis peut-être aussi sur le plan stratégique et technique, le 13 et le 7 sont plus proches finalement que le 15, à savoir que ce sont plutôt des jeux qui se gagnent sur la qualité de tes possessions.
Alors que le 15, maintenant, on parle beaucoup de dépossession, hein, donner la balle à l'adversaire et puis presser en attendant une faute, ou c'est plus du gain de terrain, alors que sur du 7 ou du 13, l'importance de garder le ballon est absolument fondamentale, parce que c'est des sports où il est beaucoup plus difficile de défendre que d'attaquer, mine de rien, au niveau énergétique. Alors que bon, le 15 est peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'énergétiquement, c'est peut-être plus simple des fois de défendre sur des longues périodes que d'attaquer. Donc c'est un peu la différence quand tu prépares aussi les joueurs en termes de stratégie, et donc quelle qualité physique vont avec. Top, super. Et alors maintenant tu es Head of Athletic Performance pour l'équipe de rugby à 7 irlandaise. Comment c'est arrivé et quel est ton rôle là-bas? Donc à l'issue un peu de cette année là, c'était l'année dernière, avec tout ce conflit, c'est passé ce qu'à la fédération russe de rugby, à peu près tout s'est stoppé. Les équipes n'étant plus acceptées dans les compétitions mondiales ou européennes, donc il a fallu chercher quelque chose d'autre. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ce poste qui a été ouvert par la fédération irlandaise de rugby avec le 7. Et puis comme le 7 me plaît, je trouve ça quand même intéressant, surtout pour les qualités physiques que ça demande quand on est dans cette catégorie de préparateur physique. Le 7, peut-être ça te valorise plus que le 15 potentiellement, par exemple. Ça me plaisait, et puis j'ai eu la chance de passer par un processus d'interview avec Nick Wickelman principalement, qui est un peu la personne qui dirige tout cet aspect de performance physique et sciences du sport et innovation à la fédération irlandaise. Et puis d'autres personnes comme le coach, comme David Nucifora, qui est le directeur de la performance globale à la fédération, qui est donc le big boss, comme on dit. Et puis tout ça, donc j'ai pu échanger ma vision avec eux, comment je voyais les choses avec les échéances, c'est-à-dire que quand le poste était à pourvoir, il y avait une qualification pour la Coupe du Monde, à assurer la Coupe du Monde d'affilée, le World Series cette année, et puis aussi une qualification olympique pour les JO de Paris l'année prochaine, donc une grosse année à venir. Donc bon, aussi là sur ces enjeux-là, comment je voyais les choses, et puis donc ça s'est bien passé au final, j'ai pu avoir le poste, donc j'ai bougé en Irlande assez rapidement, en mi-juillet. J'ai un peu contribué à la préparation des qualifications pour la Coupe du Monde qui était en mi-juillet, puis je suis arrivé juste derrière pour préparer la Coupe du Monde qu'on a joué en Afrique du Sud en septembre. Donc ouais, ça a été assez rapide, plonger dans le bain immédiatement, mais c'est une très belle structure, la fédération irlandaise de rugby. Bon, c'est pas la meilleure nation du rugby au monde à l'heure actuelle pour rien. C'est d'une très haute qualité, avec un personnel qui est phénoménal en termes de compétences. Donc c'est un environnement qui a été très plaisant à intégrer, et puis relativement facile à intégrer quand on a autant de compétences pour t'accompagner. Ça change tout. C'est ouf. Et alors, où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous étiez fixés? Tu vois, on a parlé du World Series et des JO. Où vous en êtes par rapport à ça? On est plutôt pas trop mal. Donc c'est vrai qu'on a démarré du coup avec une 3e place à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui est une première historique pour le 7 irlandais, pour le rugby irlandais d'ailleurs, qui n'avait jamais eu de place sur le podium dans une compétition, dans une Coupe du Monde de rugby, puisque le 15 s'est toujours arrêté au quart de finale. Pour l'instant, donc c'est une belle performance. Et puis dans la filée, on a eu des fortunes assez diverses, mais on se débrouille pas trop mal. On a fait une finale à Dubaï assez récemment, qui était une première aussi dans l'histoire pour l'équipe irlandaise, de faire une finale à Dubaï, qui est un très beau tournoi, un des tournois principaux du World Series. Donc ça, c'était très positif. Donc on est sur une dynamique qui est pas trop mauvaise. Maintenant, le niveau est très relevé, à savoir que la qualification olympique est donnée aux 4 premières équipes du World Series cette année. Puis après, il y a des opportunités de qualification par tournoi dans la foulée, mais qui sont toujours un peu des étapes pièges, parce que à élimination directe. Donc bon, sur du rugby à 7, tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est vrai qu'on aimerait éviter ce scénario-là, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, qui sont peut-être encore au-dessus.
de l'Irlande, la France, bon, on veut bien que la France se débrouille bien parce qu'elle s'est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques, donc on espère que la France reste dans le haut du tableau parce qu'elle libère une place également, mais qui a une très belle équipe et qui joue très bien cette année. Donc les Fidji qui sont spectaculaires à regarder, assez difficile de prédire ce qu'ils vont faire. Donc on a des grosses oppositions. Donc on se débrouille pas mal, on progresse relativement bien. Plus de positifs que de négatifs, mais la tâche est difficile. Donc il va falloir s'accrocher et puis espérer aussi que on puisse à un moment donné gagner un de ces tournois pour se donner un peu d'élan, ce qu'on va essayer de réaliser, je l'espère, d'ici la fin de la saison. Top, super. Et tu as écrit un livre aussi qui s'appelle Au bord du terrain, histoire de sciences du sport et de préparation physique. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment t'es venue l'idée? Oui, l'idée m'est venue en fait à la suite de mon expérience avec Bordeaux, où bon, j'ai eu un sentiment où il fallait que je reparte après un gros coup d'arrêt comme ça. Et puis j'ai dit que bon, la première chose, c'est qu'il fallait que j'arrive à avoir plus de clarté sur en fait ma compréhension, ma philosophie de la préparation physique en général, et qu'il fallait que je mette un peu ça à plat, que je questionne un petit peu tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, que je questionne un peu tout en général pour essayer d'arriver avec une vision qui me protège un petit peu d'une nouvelle aventure similaire à celle que j'avais vécue avec Bordeaux, à savoir bon, fallait que j'arrive à savoir à tirer des enseignements rapidement. Et puis ça, ce qui est couplé avec une période un peu où j'avais du temps libre entre guillemets, donc un peu plus, puis le Covid qui a rajouté encore plus de temps libre. Je me suis dit bon, j'ai commencé par jeter des notes en fait sur papier simplement pour moi, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de structuré. Et en fait, je me suis juste régalé à écrire. Pour être honnête, ça m'a vraiment plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à structurer, au tel point que j'en ai fait un bouquin sans vraiment l'intention d'être partagé à la base, plus quelque chose pour ma bibliothèque personnelle, un peu juste pour me guider dans mes échéances professionnelles à venir. Et puis plusieurs personnes m'ont suggéré de pourquoi pas le partager, le publier. Et donc c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée d'essayer d'en faire un bouquin un peu plus abouti qui puisse être partagé, mais sans autre ambition en fait que d'être un recueil vraiment d'idées ou de recherches que j'ai pu lire et que je souhaite partager ou souhaiter partager. Donc en fait c'est un peu le but de ce bouquin. C'est vraiment un bouquin, je pense, où il y a une remise en cause de pas mal de choses. C'est pas pour faire du phénomène, comment on appelle ça, du phénoménalisme, je sais plus, je fais de l'anglais français là, je pense. C'est pas grave. Bref, c'est pas juste pour attirer l'attention, c'est une vraie remise en question personnelle au départ, et que je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être d'autres personnes qui se questionnent sur ces sujets-là et que ça peut engendrer des discussions intéressantes ou en tout cas un partage d'idées, ou pas de connaissances parce que j'aime pas tellement ce mot, mais plutôt un partage d'idées, d'expériences. Ouais. Top. Et justement, alors tu parles de prophylaxie, notamment dans ce livre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et quelle est ta vision justement de la prophylaxie? Ah oui, une des choses par exemple, tu vois, que j'ai pas mal remis en cause ces derniers temps, c'est cette question de prophylaxie ou monitoring, où c'est l'idée selon laquelle à peu près toutes les équipes de sport professionnel maintenant ont un système au travers duquel elles essayent de percevoir ou de déceler de potentiels problèmes, soit au niveau musculaire, soit au niveau charge d'entraînement, soit au niveau psychologique, qu'elles peuvent pas voir directement. Donc ça passe par des tests. Souvent un programme de prophylaxie classique aujourd'hui, c'est un mix de tests qui sont soit biomécaniques, du style sit and reach, ou flexibilité de la cheville, groin squeeze, un test de force des adducteurs, des choses classiques, et une partie plus subjective comme un questionnaire de santé, ou une échelle de RPE à la fin des séances. Et en faisant ça quotidiennement, on espère en fait pouvoir aider les joueurs à passer au travers de la plupart des tracas ou petits bobos potentiels de la vie d'un joueur de haut niveau. Et c'est quelque chose que j'avais très à cœur dans mes premiers rôles,
en étant un petit peu le sport scientist, ça me tombait un petit peu dessus. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur mes premières années d'expérience à me questionner sur ce sujet-là, à savoir quels tests mettre en place et l'importance de ces tests et trouver s'il fallait que ce soit une déviation standard ou 2 déviations standards qui me permettent de dire si c'est un problème critique ou pas critique, et même encore à Bordeaux, j'avais une réunion peut-être de 2-3 heures, je pense. Maintenant, je m'excuse d'ailleurs auprès de mon staff de préparation physique de l'époque, si je les écoute, de les avoir saoulés avec ces réunions quotidiennes sur la prophylaxie. Mais bon, je pensais que ça avait vraiment une importance. Et au final, quand j'ai eu un peu de temps pour réfléchir et que je me suis replongé dans toutes ces données, en fait, je me suis dit, en fait, à quoi ça sert tout ça? Et mon avis aujourd'hui, c'est finalement à pas grand-chose, à savoir que probablement quand il y a un souci potentiel chez un joueur qui peut le précipiter sur un état soit de blessure, soit de surentraînement, ou c'est quelque chose qui est relativement simple à déceler. C'est-à-dire que la première raison d'une future blessure, c'est une blessure préexistante. À savoir si je me suis déjà déchiré les ischios 5 fois. C'est sûr que 3 séances de vitesse dans la semaine, ça va toujours être compliqué. Finalement, on est sur des choses relativement simples. Si je suis passé 4 fois sur la table ces 3 dernières années pour un problème d'épaule, c'est sûr que ça peut poser des problèmes sur un certain type de demande. Mais cette idée de savoir, il faut comme une espèce de toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il faut avoir il faut tester tout le monde sur le plus de choses possibles en permanence. Au final, je trouve que moi, j'ai fait des millions pas des millions, mais j'ai fait des centaines de tests de flexibilité de la cheville, et j'ai jamais eu un problème de flexibilité de cheville qui a été une raison suffisante pour soit proposer une charge d'entraînement différente sur du moyen terme, soit pour éviter une blessure sur du long terme ou une chose comme ça. Donc peut-être qu'au final, on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont pas nécessairement importantes, simplement pour se donner bonne conscience face à un phénomène aussi complexe et aussi parfois imprévisible qu'une blessure. Et donc aujourd'hui, je dirais que il y a plutôt 2 choses qui me tiennent à cœur sur cet aspect prophylaxie, et elles sont loin des tests mécaniques ou plus classiques. Simplement essayer d'avoir une perception de l'état émotionnel du joueur, et puis simplement aussi avoir des conversations qui soient vraies avec l'individu. Et puis avoir une connaissance de l'individu qui soit pas superficielle. À savoir, maintenant, je sais que les joueurs que j'ai ici à 7, je sais parfaitement quels sont leurs challenges hors du terrain, individuellement, si c'est des problèmes de relations, si c'est des questions d'études en cours, d'examens à venir, de colocataires chiants, ou peu importe. Bon, j'ai une idée, je sais que si le matin ils font la gueule ou s'ils traînent la patte, je sais déjà quelles peuvent être les raisons potentielles, et ça, j'ai pas besoin de faire un need to wall pour venir me le dire. Donc ouais, le bouquin touche à ça, cette question de la prophylaxie, avec la question à savoir, bon, est-ce que finalement on regarde, on aboie au bon arbre ou pas. Top. Et ça parle aussi de cognition. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, aussi. C'est-à-dire que bon, encore une fois, je pense qu'il y a un des problèmes maintenant, je pense personnellement, c'est aussi que peut-être il est temps qu'on arrête de s'appeler en tant que profession de la préparation physique quand on est dans du sport collectif, parce qu'au final, on est des coachs. C'est mon approche maintenant. C'est-à-dire qu'au final, je serai pas jugé à la fin de l'année sur les tests de force de mes joueurs. Je serai jugé sur une qualification olympique, sur une place sur World Series ou ce genre de choses-là. Donc au final, je serai toujours jugé, même si mon aspect c'est la préparation physique, je serai toujours jugé sur la capacité de l'équipe dans le sport qu'on pratique. Et avec cette vision-là, je pense qu'il n'y a pas de problème qui soit des problèmes de préparation physique pure et simple. Il y a des problèmes qui sont souvent systématiques, à savoir s'il y a une question fondamentale sur pourquoi on n'arrive pas à jouer de cette façon-là, probablement que la réponse elle est dans un tissu
de raisons interconnectées entre des problèmes de préparation physique, des problèmes de préparation mentale, des problèmes de préparation tactique, technique. Et c'est important peut-être des fois qu'on se dissocie un peu du rôle simplement de préparation physique et qu'on soit un petit peu plus ambitieux en se présentant comme coach et en participant peut-être avec un regard plus concentré sur le côté athlétique des choses, mais à des questions de performance terrain, des performances reliées au sport plutôt que juste ce qui se passe dans une salle de musculation ou sur juste des progrès de VMA ou de VO2 max ou ce genre de choses là. Et donc dans cet esprit-là, la cognition, en fait, on s'aperçoit que ça a quand même un aspect assez immense sur tous les facteurs qui sont liés après à la performance sportive, que ce soit la capacité de prise de décision, la capacité aussi de récupération, encore une fois sur les facteurs émotionnels aussi. Et que peut-être c'est un aspect un peu oublié de la préparation physique souvent. À savoir, par exemple, si je prends un exemple assez parlant ou assez simple, c'est sur l'échauffement. Finalement, je trouve que l'échauffement, c'est souvent un moment de la séance qui est compliqué. Parce que on le fait un petit peu parce qu'on doit le faire, souvent. C'est-à-dire qu'il faut un échauffement. Les coachs, souvent, ils sont encore en train de discuter ou encore un café à la main pendant l'échauffement. Il faut faire un échauffement avant toutes les séances. Les joueurs détestent s'échauffer. Donc, il y a toujours un peu cette question comment on peut rendre l'échauffement plus intéressant et puis en fait plus participatif entre guillemets à la performance dans la séance ou plus tard. Et en réfléchissant à ça, maintenant mes échauffements ils sont beaucoup plus tournés autour d'une préparation cognitive qu'une préparation physique en elle-même. C'est-à-dire que ça fait un moment que je fais plus de gamme athlétique pour démarrer une séance. Même chez des joueurs de 7 où la vitesse est si importante, au final, une course de joueur de rugby à 7 est tellement différente d'une course de sprinter que les facteurs, disons, mécaniques ou techniques de la vitesse sont tellement différents que, par exemple, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel je vais passer du temps. Par contre, on va passer du temps sur de l'activation cognitive, sur de la prise de décision, sous forme de jeu souvent, sous forme de les exposer à différentes surfaces. Par exemple, faire un travail de pliométrie basse, mais en variant les surfaces. Alors, je fais même quelque chose aussi simple que des pogos, par exemple, ou un contre-mouvement de jump. Mais j'en fais quelques-uns sur une surface qui va me redonner beaucoup d'énergie, très dure. Puis sur une surface molle, puis sur un bosu par exemple, ou juste en variant les surfaces en fait, pour contribuer à ce réveil cognitif. Des choses comme ça. Avant les matchs, on a toujours plusieurs jeux, parfois des choses aussi bêtes qu'un jeu de cartes ou un jeu visuel rapide ou entre les joueurs pour être sûr que on a un éveil cognitif. Et pour moi, cet éveil cognitif, il est absolument fondamental dans les stratégies d'échauffement, même pré-match. Et je préfère passer plus de temps sur un éveil cognitif maintenant que sur un éveil musculaire quand j'ai un échauffement avec les joueurs. Donc c'est juste un exemple comme ça, mais oui, le bouquin a quelques anecdotes ou quelques questions sur comment on peut apporter cet aspect cognitif dans la préparation physique de façon plus ample. Super. Pierre, est-ce que tu peux nous décrire une journée entre guillemets type? Tu vois, quelle partie de l'entraînement tu gères le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Tu vois, qu'est-ce que tu fais à peu près, sur une journée type dans ta semaine? Ouais, pas de souci. Une journée type aujourd'hui là avec dans le contexte dans lequel je suis. Déjà, ça commence pas plus tard que 6 heures le matin. Je suis dans la salle et je m'entraîne moi-même. Ça c'est juste. Je pense qu'avoir une pratique physique et puis aussi, tu vois, le côté. Je pense que le côté discipline a énormément d'importance dans notre profession. Et je pense qu'avoir une vraie discipline autour de ce qu'on fait en tant que coach, ça contribue largement à aider les joueurs à être disciplinés plus tard. Donc, il n'y a pas de question, peu importe le jour que c'est, ou la température extérieure, ou peu importe, ou si le bébé a bien dormi ou non. Je suis à 6 heures à la salle et puis j'ai une pratique physique. Donc, c'est comme ça que je démarre mes journées. Après, on a un système où pas mal de nos joueurs ont des activités hors rugby, c'est-à-dire qu'on a quand même un groupe relativement jeune, donc ils ont pas mal d'études plutôt études, la plupart en fait sont études, quelques-uns travaillent en seconde partie de journée, donc on concentre beaucoup
nos séances sur la matinée. Ce qui fait que probablement à partir de 7h30, les joueurs arrivent. Je descends les voir, j'essaie d'avoir une discussion avec la plupart d'entre eux, essayer de voir comment ils sont, avoir une discussion avec les physios sur et si un joueur est venu les voir se plaignant de quelque chose ou quoi que ce soit ce matin-là, mais puis je les assiste sur leur préparation individuelle le matin. Donc ils ont tous des préparations individuelles en fonction de soit des problèmes musculaires récents, soit de patterns de compensation qu'ils peuvent avoir ou des choses comme ça. Donc ils ont leur propre préparation le matin. Donc je tourne autour s'il y a des questions ou s'il faut corriger quelques exercices, donc je serai dans la salle. Et derrière, on enchaîne avec un bref meeting, en général avec le coach, sur la séance du jour, à savoir déjà combien de joueurs on a ce jour-là, s'il n'y a pas de joueurs qui de dernière minute sont soit malades, soit managés. Donc faire l'état des lieux. Et puis ensuite sur la préparation de séance, les derniers détails, savoir si on est bien d'accord sur ce qu'on veut faire sur ce jour-là précis. Et derrière, on va sur le terrain en général avant la muscu, donc séance terrain, échauffement, peu importe ce qu'il y a ce jour-là. Donc je suis sur le terrain, j'ai avec moi un scientifique du sport ou un assistant, donc ils sont sur la séance terrain avec moi. Derrière, on a à peu près 45 minutes de break que j'utilise là pour avoir mon premier contact en email. S'il y a des choses que j'ai pas vues de la veille, des emails auxquels il faut que je réponde, ou des choses qui sont assez urgentes, j'essaie de le faire pendant cette période-là. Et parce que derrière, après, je suis en muscu. Donc on a notre séance de musculation. Ça, cette journée type pour lundi, mardi, jeudi et vendredi, qui sont nos 4 journées plein temps. Donc, on a toujours la séance de muscu à la même heure. Et puis du coup ça nous amène sur le déjeuner, et puis après le déjeuner la plupart des joueurs en fait s'en vont, et c'est donc j'ai les après-midi pour tout ce qui est plus administratif, meeting, voir les charges d'entraînement, avoir des conversations avec le sport scientist, avec les différents coachs, mais aussi faire tout ce qui sont mes tâches administratives, planning, email, contact avec les autres personnes dans le département, ou ce genre de choses là. Donc en fait c'est pas mal, pour être honnête. J'aime bien ce système. C'est assez différent des systèmes dans lesquels j'ai évolué avant, où peut-être on avait des séances et le matin et l'après-midi. Le fait d'avoir la plupart des après-midi sans coaching à faire, ça me permet en fait d'avoir vraiment une matinée où je suis debout, coaching 100%. Je sais que j'ai un besoin d'énergie qui est super important, mais je sais aussi qu'après le déjeuner, je peux laisser tomber mon niveau d'énergie, je peux avoir du temps pour me concentrer sur des tâches un peu plus longues. Donc ouais, c'est à peu près comme ça que se déroule ma journée type quand on est au centre d'entraînement. Après, quand on est en voyage et qu'on a une préparation de tournoi, bien sûr, c'est différent. Super. Et est-ce que tu as des mentors ou on va dire des sources d'inspiration? J'ai beaucoup de sources d'inspiration. Des mentors, je sais pas. Peut-être c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai plus évolué en ayant des anti-héros que des héros dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai peut-être retiré plus de gens que j'ai vu fonctionner et où je me suis dit ça c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, plutôt que des gens en me disant que ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc en fait peut-être que je sais pas si c'est une bonne chose, hein, après peut-être que j'aille en parler à quelqu'un, mais ouais, donc ça c'est vrai que j'ai été plus défini par des expériences assez négatives, en fait, m'ont plus apporté que des expériences positives, et des contacts négatifs entre guillemets m'ont plus apporté que des contacts positifs peut-être dans ma carrière. Mais après, des sources d'inspiration, j'en ai beaucoup. Déjà des choses comme je trouve que par exemple, tu vois, ton podcast ou d'autres qui existent de nos jours, c'est un outil fantastique parce que tu as accès à tellement de savoir potentiellement, ou tellement de travaux de recherche, et puis t'as pas nécessairement le temps de contacter chaque personne individuellement pour essayer de savoir un petit peu plus sur leurs travaux et tout ça. Donc en fait, les avoir comme ça qui parlent, et puis avoir accès à ça, c'est phénoménal de nos jours. J'ai aussi des gens dans le top 14, des gens avec qui je suis en contact quasiment toutes les semaines, des amis. Un Mathieu Borel par exemple, qui est à Montpellier depuis 10 ans, ou Briac Poussin qui est au Racing, ou il y en a d'autres, ou des gens comme ça qui m'apportent énormément.
avec lesquels je peux avoir des conversations qui sont vraiment riches sur des sujets qui sont précis. Et puis après, à la Fédé irlandaise, j'ai accès à des gens qui sont exceptionnels aussi. Nick Winkelmann, qui est un ponte dans notre domaine et qui est entre guillemets mon boss, donc j'ai accès à lui quotidiennement. D'autres personnes, Phil Glasgow, qui est le directeur médical ici, qui est aussi une montagne de connaissances et une ressource exceptionnelle. Nicole Van Dijk, il y a tellement de qualité à la fédération irlandaise que bon, c'est presque, j'ai l'impression de vivre dans un podcast, tu vois. J'ai des invités de podcast autour de moi toute la journée, donc c'est top pour ça, franchement. Ouais, c'est génial, c'est trop bien. Et en termes de livres, alors, qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement? Est-ce que tu as le temps de lire? Est-ce que tu as des livres, alors ça peut être sur le sport ou des trucs rien à voir? Ouais, j'aime beaucoup lire. Écoute, j'essaye de lire. En plus, bon, là, avec la quantité de voyages qu'on fait avec le 7, c'est pas mal. Tu vois, quand tu passes 30 heures dans un avion tous les 15 jours, ça te laisse du temps. Mais c'est vrai que je lis pas grand-chose sur le sport, assez rarement au final. J'aime bien lire sur d'autres domaines. Dernièrement, j'ai lu un bon bouquin. Alors, je sais plus le titre exact. Je pense que c'est peut-être juste Culture, où je pourrais te le donner si tu veux pour le show note, où je te retrouverai le titre. Mais c'est un livre sur en fait l'impact culturel qu'a sur la façon dont les gens réagissent quotidiennement ou réfléchissent sur certains problèmes. Avec The Culture Map, c'est le nom du. Ça y est, j'ai retrouvé. Et je trouve que ça m'a énormément apporté en fait, parce que tu tombes maintenant de plus en plus dans notre milieu. Tu vas tomber dans un staff où tu as des gens de plusieurs pays différents, ou des joueurs de plusieurs pays différents, et c'est hyper important de savoir que la façon dont tu vas délivrer un feedback à un anglo-saxon comparé à potentiellement un russe ou un français, où ça va avoir un impact complètement différent. Et si tu veux que ton message il soit bien interprété, ou si tu veux construire cette relation, c'est absolument fondamental d'avoir une compréhension des attentes culturelles de chacun. Tu vois, s'ils sont plutôt positifs, négatifs, comment ils aiment recevoir leur feedback, s'ils aiment de la communication directe ou indirecte, ça m'a beaucoup apporté. Et puis j'ai comme bouquin de chevet toute la collection de Taleb, Black Swan, Antifragile, qui sont pour moi des livres qui sont une ressource précieuse, quoi. Je trouve qu'il y a énormément dans ces concepts qu'on peut appliquer aussi dans la préparation physique ou dans la performance. Donc j'y reviens assez fréquemment, j'aime relire certains passages, et puis à chaque fois j'ai l'impression que ça m'apporte un regard nouveau sur certains problèmes que j'ai quotidiennement en fait. Donc ouais, mais il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie aussi, mais t'inquiète. Top, super. Ça me vient à l'esprit comme ça. Ouais. Pierre, s'il y en a qui ont des questions justement, qui veulent entrer en contact avec toi, où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce que tu es dispo sur un réseau social en particulier, ou comment on fait? Je suis sur par exemple LinkedIn. Je crois que c'est simplement mon nom, Pierre Rostruy, que je regarde fréquemment. J'aime bien lire ce que les gens mettent sur LinkedIn, en général ça m'intéresse un peu plus que les publications Facebook ou Instagram, donc ce serait peut-être l'endroit principal. Je suis aussi sur Instagram sous mon nom. Je réponds également aux messages en général sur cette plateforme. Par contre, j'ai pas énormément de contenu professionnel dessus. J'essaye d'en mettre de plus en plus. J'essaye d'utiliser mon Instagram de plus en plus pour du contenu un peu plus professionnel, mais ça reste encore beaucoup de photos de ma fille, des enfants, de mes vacances. Donc bon, je suis pas sûr que ça soit d'un grand intérêt, hein. Mais bon, s'il y a des questions là-dessus, je réponds en général, que ce soit LinkedIn ou Instagram, même Facebook. Mais bon, Facebook c'est quand même celui peut-être auquel je porte moins d'attention, donc je le recommande moins. C'est que je n'utilise pas beaucoup cette plateforme. J'ai pas Twitter, ou peut-être j'ai Twitter, mais je n'utilise jamais. Vraiment, j'ai pas le temps pour toutes les plateformes, hein. TikTok, je suis pas assez bon danseur, donc non. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ça va. Impeccable. Pierre, merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Ouais. Merci pour le temps accordé, en tout cas, c'était super. De rien, à bientôt. À la prochaine. Voilà,
Merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.